Merci. Eh bien, on va pouvoir, du coup, on va faire disparaître ceci, masquer. Hop, voilà, ça dans un petit coin. Et donc, on va pouvoir laisser. Cécile, tu veux dire deux mots de présentation de Martine? Alors aujourd'hui, on est ravis d'accueillir à nouveau Martine Loyel, que je vais représenter très rapidement. En plus, on a un peu de retard, mais qui a été longtemps conservatrice au musée du Louvre, conservatrice des vases grecs. Et elle a rejoint l'INHA en 2008. 2010. 2010. Oui. 2010. J'avais besoin de réfléchir aussi. En tant que conseillère scientifique pour le domaine histoire de l'art antique et histoire de l'archéologie, puis comme chargée de mission prospective numérique. Là, je profite du coup de ta venue ici parce que dans le cadre de cette mission, elle a remis un rapport sur le droit des images, l'utilisation des images très utile que je n'avais pas sous la main, mais qui est en ligne, que vous pouvez trouver le PDF. Et surtout, plus récemment en 2020, avec 2021, avec Johanna Daniel, elles ont édité ce petit guide pratique pour la recherche et la réutilisation des images d'œuvres d'art, qui est vraiment extrêmement utile pour tous ceux étudiants ou non qui publient des images dans les mémoires, dans les articles, dans les livres, etc. Donc je vous le fais passer. Mais Martine est là évidemment, puisque c'est une grande spécialiste de la céramique grecque, et notamment de la céramique à figure rouge d'Italie méridionale. Elle a publié de nombreux livres, articles, et je vais juste vous faire passer un de ses livres, le manuel qu'elle a édité avec Mario Iozzo sur la céramique grecque d'Italie méridionale et de Sicile dans la regrettée collection d'Emmanuel Picard, et qui reste la porte d'entrée pour tous ceux qui ne sont pas spécialistes de céramique italiote et pour un peu démêler ce sujet très compliqué. Donc je vous fais passer cela aussi. Et Martine continue à travailler beaucoup avec l'Italie, avec les collections des musées italiens, et notamment, je crois que travaille un CVA du musée de Tarente, mais aussi, et c'est ce dont elle va nous parler aujourd'hui, elle travaille aussi beaucoup en lien avec les fouilles archéologiques actuelles. Et donc c'est une communication qui va faire un peu écho à celle de Billy Chazanon en janvier, de comment on comprend les images de ces céramiques grecques trouvées en contexte, donc ici, dans le sanctuaire de Masseria Petrula. Merci beaucoup Cécile. Alors comme j'ai l'esprit de l'escalier, effectivement, quand on me demande des chiffres comme ça, pourquoi je me trompe, et c'était bien 2008 que je suis arrivée à l'INHA. Donc heureusement, je ne travaille pas sur les statistiques. Voilà. Donc merci beaucoup aux organisatrices de m'avoir invitée dans ce séminaire dans lequel on a vu beaucoup de beaux fragments d'interprétation de fragments ces derniers temps. Donc j'espère que je ferai quelque chose d'aussi intéressant que les dernières séances. C'est une recherche en cours auquel j'ai été associée depuis quelques années par Francesca Silvestrelli de l'Université de Lecce, qui est la tête pensante du projet, et qui a déjà publié elle-même une synthèse assez structurée de la présence de la céramique à figure rouge dans la cité sur le territoire de Héracléa Polycoro. C'était dans le CVA, le symposium du Corpus Vasorum Antiquorum de 2018 à Munich, Unter Italischen Vasenmalerei zwischen Griechen und Indigenen. Donc cette synthèse incluait ce qu'on connaît à l'heure actuelle du matériel qui a été trouvé dans ce petit sanctuaire de Masseria Petrula, qui est un nom de contrada, un nom de division agricole, de propriété agricole, qui se trouve près de Polycoro Héracléa et qui sera au centre de ma présentation aujourd'hui. Et je voulais aussi rappeler, parce qu'on n'est pas encore publié, mais je vais en tirer quand même des informations, qu'elle a présenté avec Giusy Gadaletta, de l'Université de Bari, des réflexions sur le rapport entre rituel et iconographie, au colloque récent qui s'appelait Antichipopoli d'Italia en 2023 à Bari, dans une communication qui s'appelait Ceramica figureros nei luoghi di culto
INPOL. Il y a donc dans une analyse de ces types de matériel qu'on va avoir ici et dans lesquels Masseria Petroula est également représentée. Alors, je ne suis pas archéologue, je suis plutôt conservatrice du patrimoine. Je travaille beaucoup sur des collections de musées, comme le rappelait Cécile, mais il se trouve que ce projet est extrêmement intéressant parce que, outre, vous allez voir son aspect céramique en contexte religieux, analyse de l'iconographie, mais pas seulement de l'iconographie, on va le voir. Qu'est-ce qu'un vase? Comment lire un vase qui est trouvé dans un contexte cultuel qu'on a identifié, pense-t-on, hein, on a attribué ce sanctuaire à une ou des divinités. Comment travailler dessus? Je pense que l'iconographie seule n'est pas suffisante et qu'on peut s'intéresser aussi à la technique, on peut s'intéresser bien entendu aux formes et à un certain nombre d'autres choses. Je contribue surtout pour ma part de la contribution au projet et l'origine de mon intérêt pour ce projet quand Francesca m'en a parlé, c'est que je continue à travailler de manière un peu impressionniste sur différents sites, sur différentes collections et sur la question de la naissance, du développement, de la localisation, de la caractérisation stylistique, iconographique des ateliers de Grande Grèce à partir du milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ et jusque vers le milieu du 4e siècle, où là je suis tranquille parce que Claude Pousadou prend le relais. Voilà, sur ce moment de création des ateliers et de dissémination, qui commence sur la côte ionienne, mais qui concerne aussi la Sicile, et puis un peu plus tard la zone tyrrhénienne avec la Campanie Pestum, tout ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a des liens, c'est pas du tout des phénomènes isolés, et en analysant certains sites ou certaines collections, on peut avancer dans cette histoire, dans ces informations qu'on a sur la localisation des ateliers, leur identité et leur rapport entre eux. Alors dans cette période justement, la cité d'Héracléa joue un rôle à la fois fondamental dans l'historiographie traditionnelle et un rôle qui nous est apparu avec Francesca en travaillant sur ces matériels depuis longtemps comme assez fantomatique pour ce qui concerne les témoignages concrets, matériels et artistiques d'une production réelle. Alors qu'en est-il de l'idée d'une production à Héracléa? Vous savez qu'on avait Tarente d'un côté, Tarente et Métaponte sur la côte ionienne plus à l'est qui produisent de la céramique, et là on a vraiment des attestations qu'on avait des ateliers à partir des années 440-430. Héraclée, c'est toujours resté une sorte de totem dans la recherche, dans l'historiographie. Et puis, par moments, on semble avoir des preuves qui vont vous confirmer qu'il y avait bien là des ateliers, et d'autres fois, on recule. Donc, l'intérêt pour Masseria Petroula, cet ensemble clos de fragments de la figure rouge, qui était destiné à un petit sanctuaire, et qui ont été sanctuaires qui étaient abandonnés à une certaine période, tout a été scellé. Donc, pouvait peut-être nous indiquer, voilà, nous faire avancer sur l'idée de l'identité de la production locale. Moi, c'était en tout cas mon grand moteur, parce que je ne suis pas non plus spécialiste de la religion, et qu'il y a eu quand même des gens qui ont travaillé avant à interpréter ce petit sanctuaire et à travailler sur les matériels. Et puis, comme je disais, Francesca et Giusy, qui ont elles-mêmes réfléchi sur ce que c'est que cette céramique en contexte. Alors, je vais situer ce dossier donc dans 3 types de cadres principaux. Tout d'abord, le contexte archéologique général de la zone, de la cité notamment, avec les occurrences archéologiques de la céramique figurée d'époque classique dans les différents lieux de la cité que l'on connaît. Ensuite, le contexte artistique et productif. Comment et pourquoi a-t-on pu considérer Héracléa comme une cité de production de céramique à figure rouge? Quels ateliers on y a situés? Et comment voit-on cette question de la production de manière générale aujourd'hui? Et ensuite, en troisième partie, le contexte du sanctuaire de Masseria Petroula lui-même, avec les informations sur le site archéologique, les pistes qu'on a pour comprendre de quel type de sanctuaire il s'agissait, et puis son intérêt évidemment contextuel propre par rapport au matériel sur lequel nous travaillons, mis en rapport donc avec la destination de ce lieu de culte.
Alors, la céramique à figure rouge dans la cité, donc petit rappel sur cette zone qui n'est pas forcément la plus connue dans le monde grec. Héracléa donc est une colonie de fondation tarentine qui est fondée en 433 avant Jésus-Christ, donc époque classique, hein, sur le site de l'ancienne ou à côté du site de l'ancienne colonie de Cyrrhis qui avait été détruite par une coalition de cités vers le milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ. Vous la voyez donc ici pour Polychoro Héracléa, et vous la voyez, c'est situé par rapport à Métaponte et à Tarente, qui sont plus à l'est. Elle se trouve sur une colline. C'est la ville, la cité se trouvait principalement sur une colline allongée qui s'étend d'est en ouest, hein, et qui d'un côté surplombe la mer, donc cette fameuse Collina del Castello, et de l'autre surplombe la plaine, la Cora d'Héraclée qui s'étend derrière, et puis qui précède elle-même un plateau montagneux qui s'élève très rapidement. Donc, vous avez ici sur ce plan les principaux lieux qui ont été identifiés dans la carte archéologique. Vous voyez donc sur cette colline del Castello, qui doit son nom à un château d'un baron qui avait été construit tout à fait à l'extrémité. On a les principaux, on avait l'acropole, on a les principaux sanctuaires, mais on a aussi, en descendant vers l'ouest, un quartier d'habitation et un quartier artisanal, dont je reparlerai parce que évidemment ça peut être un signe d'implantation de production, mais je dis tout de suite les dates de ce quartier ne sont pas bonnes par rapport à ce sur quoi nous travaillons. Puis une vallée médiane dans laquelle il y a notamment un sanctuaire de Déméter dont je vais reparler, et ensuite ce qu'on appelle la terrasse méridionale. Et tout autour, vous le voyez de ces surélévations, il y a des nécropoles. Numéro 7, c'est la nécropole occidentale, le numéro 8, la nécropole méridionale, le numéro 9, la nécropole orientale, voilà. Donc un plan de cité qui est assez caractéristique, avec ce surplomb par rapport à la mer aussi, qui à l'époque n'est pas loin. Dès les années donc 60, avec les fouilles intensives de la surintendance de Basilicate, sont mises au jour des contenus de tombes des nécropoles que je viens de vous montrer, situées tout autour de la ville. Contenus qui ne sont pas tous publiés. Il y a eu quelques publications, mais qui représentent une part assez petite en fait du matériel tel qu'il a été fouillé, qui est conservé au musée de Polychoro. La céramique à figure rouge, qui provient de ces fouilles des années 60, elle était en partie connue de Trendall, qui l'a classifiée. Et la trouvaille en 1963 de la tombe dite du peintre de Polychoro, tombe exceptionnelle sur laquelle je vais revenir, est insérée dans le volume de Lucania, Campania et Sicily, paru en 1967. Ici, vous avez deux exemples de fragments trouvés de manière sans qu'on sache, qui ne sont pas rattachés à quelque chose d'identifié précisément, mais vous voyez que d'un côté, vous avez un fragment apulien du courant du IVe siècle avec le nom d'Aphrodite qui est incisé, et de l'autre, ce sont les fouilles quasiment les plus récentes, fouille de 2016, dans un puits sur le versant méridional de la colline. Ce fragment que je vous montre parce qu'il est attribuable, et que tout de suite, par comparaison avec, évidemment, on cherche tout de suite, puisqu'on fait un peu des petites leçons sur l'attribution, comment on raisonne, mais quand on a vu ce fragment-là, puisqu'il est sorti, Francesca était sur le site et moi aussi, je suis arrivée juste après, on pense tout de suite, bon alors voyons, d'où est-ce qu'il peut venir? Métaponte, c'est ce qu'il y a de plus près, donc on commence à réfléchir, on regarde. Oui, c'est un des peintres métapontins, effectivement, et ce qui est significatif là-dedans, c'est le méandre, en fait, ce méandre avec des croix, vous voyez, des croix pâtées, comme on appelle, et puis une croix au milieu, la façon dont il est dessiné, et puis aussi ce qu'il y a au-dessus, la zone qui est la zone sous l'anse d'un cratère en cloche. C'est le peintre de la Nabatès. Donc voilà, on a un fragment apulien, un fragment métapontin, sont exemples de trouvailles un petit peu erratiques sur la colline. D'autres qui ont été publiés par Liliana Giardino en 2012, qui commencent déjà à donner un profil un peu plus intéressant. Donc toujours ce quartier occidental, sans rattachement précis à un sanctuaire, mais on peut s'imaginer que par exemple le vase que vous avez, qui fait partie de la première ligne en haut, un skyphos, avec une femme qui tient une torche. Là, il y a quelque chose dans l'iconographie qui peut peut-être éveiller à l'idée d'un vase. C'est un vase
à boire, c'est un vase qui va servir à faire des libations éventuellement. Et de facto, il y a une prédominance de skiphos sur le site et dans l'ensemble des sanctuaires de Polychoro et Héracléa. Donc on ne se sert pas tant de coupes. Il y a des coupes vernis noir aussi, des petites coupes, mais il y a surtout des skifoils pour la céramique figurée. Voilà. Et une femme qui tient une torche, c'est pas si fréquent, et surtout dans le corpus de ce peintre, qui est identifiable aussi, qui s'appelle le peintre du parasol, et dont je vais vous reparler parce qu'il est très présent finalement sur ce site et à Massaï et à Petροula. C'est le seul exemple dans son corpus que j'ai un petit peu étendu et reconstitué, parce que du temps de Trendal il était assez serré, mais entre-temps on a trouvé beaucoup de choses dans la Corade, Métaponte, etc. Donc en fait, c'est la seule femme avec une torche, donc ça peut être intéressant aussi de se demander pourquoi. Et vous voyez au-dessous d'autres exemples de skifoil. Et puis, un fragment d'un cratère en calice qui a une représentation, je ne m'y attarderai pas, parce que bon, sinon on va passer beaucoup de temps en dehors de Petροula, mais une présentation assez étonnante, parce qu'il est probablement tarentin, de première moitié quatrième, et il y a deux femmes, dont une voilée pose les deux mains sur la tête d'un petit garçon qui est devant elle. Donc ça aussi, ça interroge, on n'en sait pas plus bien sûr, mais ça interroge sur le côté un peu processionnel ou un peu rituel que cette image produit. Plus intéressante et un peu mieux déterminée est le cas du sanctuaire urbain de Déméter, situé donc au flanc de la colline dans la vallée médiane, où non seulement, comme vous voyez, on a la continuité d'occupation avec l'époque archaïque, puisque en haut, vous avez un fragment de skiphos proto-corinthien. Donc ça pose toute la question de savoir si ce sanctuaire était un sanctuaire à l'époque archaïque de Cyrus, ou si c'était un autre sanctuaire, puisque l'emplacement de Cyrus exact n'est pas totalement maîtrisé. Mais en tout cas, ce sanctuaire a été fréquenté, on trouve des traces de fréquentation dès l'époque archaïque, et de continuité des formes, puisque on a environ 160 fragments qui sont datables entre le fin 5e et fin 4e, en figure rouge, donc, parmi lesquels la forme la mieux attestée, et vous en avez un exemple en haut à droite, c'est à nouveau le skiphos. Donc, skiphos, on voit qu'on est... il y a dans le rituel, il y a quelque chose d'indicatif sur le rituel. On a aussi des détails iconographiques spécifiques de la divinité, et ça c'est vraiment presque l'idéal, puisque ce que vous avez, qui est du sanctuaire de Déméter, c'est le petit fragment avec un trait, donc quelque chose d'assez peu explicite, hein, mais que Neutsch a mis en rapport avec une série de cratères qui viennent du sanctuaire de Déméter à Timari, et sur lesquels on a le même morceau de la vasque, et on voit qu'il s'agit de la fameuse torche cruciforme qui est l'attribut du culte de Déméter et Perséphone. Donc rien qu'à partir d'un tout petit fragment comme ça, et quand on s'y connaît bien, on peut tracer une relation, vous le voyez, très intéressante. Surtout, pour ce qui nous concerne nous, pour la céramique à figure rouge de cette période-là, on a deux grands fragments d'un skiphos, qui a été attribué par Neutsch là aussi au peintre de Polychoro, dont on va reparler, et qui nous montre très clairement deux éléments tout à fait intéressants sur le fait que c'est un matériel votif. D'une part, la représentation d'une jeune femme avec la torche cruciforme, est-ce que c'est Perséphone elle-même, et puis l'inscription incisée qui nous montre que c'était une dédicace, donc anétékène. Donc un matériel de sanctuaire assez idéal, on peut dire. Côté nécropole, on a vu ces trois grandes nécropoles qui s'étendent au sud et à l'ouest. La nécropole méridionale a été publiée par Giampero Pianu. Il y a surtout beaucoup de matériel du courant du IVe siècle. Il n'y a pas tellement dans ce qu'il a publié de vases qui concernent cette période un peu des débuts des premiers ateliers. Mais on relève par exemple cet amphore panathénaïque qui figure dans sa publication, qui date du tout début du IVe siècle, qui est utilisé comme urne cinéraire, qui est une des pratiques attestées dans la nécropole, et dont l'iconographie est un peu hors norme. Et pour les vases de même typologie de son époque, et pour le corpus du peintre qui le décorait encore une fois, puisque quand on arrive à identifier l'auteur, on peut analyser son corpus en fonction de la distribution pour voir un petit peu comment il se comporte par rapport à tel ou tel lieu, s'il y a des choses un peu exceptionnelles qui apparaissent ici ou là. Bon. Donc là, on a le peintre de Brooklyn Budapest, qui est un peintre sur lequel je ne m'étends pas, mais qui
qui s'est formé aussi bien à Métaponte qu'à Tarente, donc il a un style un petit peu mixte. Et on a quelquefois dit qu'il était justement parti s'installer à Héracléa, mais on n'en a aucune preuve. C'est la seule scène dans son corpus de Naïskos, parce que vous voyez qu'on a donc 3 personnages. Un personnage au premier plan qui est un jeune homme nu, qui pose les 2 mains sur une amphore panathénaïque décorée. Et derrière lui, il y a un Naïskos avec des bandelettes qui sont attachées. Donc il n'est pas dans le Naïskos. Alors ça aussi, c'est assez exceptionnel, même par rapport à l'ensemble des représentations qu'on a dans la céramique italiote. Et de chaque côté, vous avez une femme qui apporte une fiale et des bandelettes et un jeune homme qui apporte des bandelettes. Donc une scène de visite à la tombe, mais assez curieuse quand on sait que l'amphore était une urne cinéraire et quand on voit le geste que fait le jeune homme, les 2 mains posées sur le couvercle de l'amphore. Est-ce que c'est pour créer un rapport entre lui, qui est le défunt, et ce vase ? Ou est-ce que c'est dans l'idée de maintenir le couvercle, quelque chose comme ça? Mais en tout cas, il y a dans ce geste très inhabituel quelque chose qui a un rapport avec probablement la fonction du vase. Donc, mais nous sommes toujours en contexte funéraire, mais vous voyez qu'on perçoit quand même des phénomènes qu'on évidemment ne perçoit pas quand on se trouve face à un vase dans une collection de musée et qu'on a juste une provenance. Voilà. Là, dans ce contexte-là, c'est intéressant de pouvoir peut-être pas interpréter tout de suite, mais se dire attention, là il y a quelque chose. Alors la question de la production à Héracléa, deuxième grande partie, est-ce que cette colonie fondée par Tarente en 433, elle a tout de suite commencé à produire? Est-ce qu'elle a eu ses propres ateliers? Est-ce qu'il y a des peintres et des potiers qui sont arrivés d'ici ou là pour créer des ateliers? Qu'est-ce qu'on en a comme preuve et quels sont les peintres qu'on a pu soupçonner de participer à cette production? On a vu jusqu'ici donc des peintres métapontins comme le peintre de l'Anabatès, le peintre de Polycoro qui est classé par Trendal dans la production lucanienne, et c'est là que ça devient compliqué parce que en fait il semblerait plutôt qu'il travaille à Tarente. Donc des peintres assez divers, on a l'impression que c'est des importations, et ça ne donne pas d'indication particulière sur le fait qu'il pourrait y avoir une production locale, par exemple pour les nécropoles, puisqu'il y a quand même du matériel abondant de céramique à figure rouge. Il se trouve qu'Héracléa a donc été pendant longtemps au centre de ces questionnements sur les origines de la production à figure rouge en Grande Grèce. Vous savez, c'est troublant. Tout d'un coup, dans les années 440-430, cette production apparaît dans un certain nombre de cités. On ne sait pas où ça commence exactement, du moins au début, quand on travaillait dessus au XIXe siècle, mais on voit bien qu'il y a des séries entières de vases qui ont été produits, qui ont une sorte d'identité stylistique, et bon, qu'il y a différents courants, puis qu'ensuite il y en a d'autres qu'on retrouve à Paestum, en Campanie, etc. Donc il y a vraiment une production qui commence et qui va essaimer, qui va se développer jusqu'à la fin du IVe siècle à peu près dans tout le territoire, dans plusieurs cités et plusieurs sites même, communautés indigènes d'Italie méridionale. Donc comment ça commence ? Question lancinante. Et pendant assez longtemps, Furtwängler notamment au XIXe siècle proposait on liait à des faits historiques. Il y avait eu la fondation de Tourioi par Athènes en 443, si je me trompe, Tourioi, on s'était dit, les colons qui sont arrivés à Tourioi, là, à la limite de la Calabre, ils ont dû venir d'Athènes, et ils ont dû venir avec des artisans, et c'est peut-être comme ça, justement, à Tourioi, qu'a commencé la production à figure rouge. Mais il n'y a aucun signe qu'il y ait eu une production à figure rouge sur le site de Tourioi. Et on déplace assez vite, en fait, les origines de la production, c'est Friedrich Hauser qui le propose, à Héracléa, qui a été fondée donc 10 ans plus tard, et par Tarente, et on propose d'y voir la naissance des figures rouges italiotes. Et pendant tout un temps, c'est cette hypothèse qui prédomine, c'est à Héracléa probablement que les colons de Touriol sont venus s'installer et ont produit de la figure rouge. Il y avait un vase qui semblait être une preuve, qui était ce cratère à volute, qui est conservé à musée Jatta de Rouveau, attribué au peintre d'Amicos, mais cette attribution définitivement, il faudra l'abandonner un jour. Ça représente les Argonautes avec Phineus attaqué par les Harpies de l'autre côté, et vous avez au pied de Athéna une amphore qui porte vous le voyez, un petit cercle, un petit timbre comme les timbres amphoriques, à l'intérieur duquel vous avez les 2 lettres HE,
donc qu'on retrouve sur les monnaies d'Héraclée, donc qui renvoie peut-être à la ville d'Héraclée, et en tout cas, ça a servi de preuve pour dire, bah oui, il y avait vraiment une production à Héraclée, et on peut partir de ce cratère ici pour dire que c'est là que ça a commencé. Donc on pensait, si vous voulez, que le pain d'Amicos avait produit à Héraclée. C'est pour ça que c'est compliqué la céramique italiote. Quelqu'un m'a dit, Marie-Christine m'a dit, c'était très compliqué. Oui, c'est compliqué, et l'éclaircir, c'est pas facile. On est encore dans des hypothèses, voilà. Mais personnellement, je ne vois pas plus ce cratère comme le pain d'Amicos. Donc c'est pas lui qui est à Héraclée, si Héraclée est un centre de production. Vous voyez que il faut sans cesse mettre en jeu des choses qui peuvent évoluer. Donc, ce cratère change, tout simplement parce qu'il est très petit. Il faut le voir en vrai en nature pour se rendre compte que c'est pas un grand cratère à volute, c'est un petit vase. Et les proportions des personnages qui sont dessus sont finalement des proportions de personnages de vase moyen ou petit vase. Et ils sont particulièrement proches d'une série de petits vases qu'on trouve dans la nécropole de Tarente. Sur le plan stylistique, on retrouve plein d'indices qui sont les mêmes. Et donc, très probablement, ce cratère a été fait par des peintres de petits vases qui travaillaient pour la nécropole de Tarente, donc des Tarentins. Donc, vous voyez que là, toute cette histoire d'Héraclée, avec les débuts créés par l'atelier du pain d'Amicos, elle ne tient pas vraiment, puisqu'on arrive à mettre en question l'attribution. Et que la place même d'Héraclée comme centre de production va être remise en cause plus tard, quand on trouvera à Métaponte les vrais ateliers des premiers groupes de peintres que Trendal avait placés au début de la production. Alors j'espère que vous suivez toujours, et parce que ça se complique encore. En 1963, on trouve à Héraclée la tombe du peintre de Polycoro. C'est une tombe tout à fait exceptionnelle. Elle est donc trouvée là où j'ai encerclé le numéro 10, près de la nécropole occidentale. C'est une tombe et une découverte exceptionnelle. Elle est fortuite. C'était pas pendant des fouilles, mais c'était pendant les travaux. On a plus ou moins le contexte de cette tombe, qui est à la fois, on sait que c'était une tombe à fosse avec les parois qui étaient couvertes qui étaient enduites, ce qui est là aussi rare. Mais on n'a pas trouvé les objets en contexte. Une partie des objets ont été récupérés dans des mains privées. Elle avait déjà été pillée, si vous voulez. Il n'y avait que trois vases qui étaient dans la tombe. Donc on ne peut pas parler d'une tombe trouvée en contexte. Tombe tout à fait extraordinaire, puisqu'elle contient pas moins de 19 vases à figure rouge, et que ça. Vases qui sont décorés de scènes inspirées par la mythologie, par la tragédie, selon un programme extrêmement ambitieux, qui ne peut qu'avoir été dédié à une personnalité éminente de la communauté héracléote. Ça se date, pareil, à la charnière la fin de l'extrême fin du 5e siècle, 410-400. Il y a eu bien sûr de nombreuses hypothèses sur la nature de cette sépulture tout à fait exceptionnelle. Qui peut accumuler comme ça autant de vases? Il y a des séries d'hydries, 6 hydries, 4 péliquets, 2 squifeuilles, et puis de la céramique à vernis noir. À quel type de personnage de défunt ça peut être destiné? Il y a eu l'hypothèse d'un héroïne, qui aurait été donc la tombe de héros mythiques. Il y a eu une hypothèse assez compliquée de Giampiero Piano qui verrait, à cause de la nature des tragédies qui sont représentées dans ce répertoire. On a Médée, on a les Héraclides, on a Dircée, donc une culture selon lui totalement athénienne. Donc il pense que cela pourrait montrer que ce sont des Athéniens de Tourioi, une famille athénienne de Tourioi qui serait venue s'implanter là, ou directement d'Athènes, et que tout ce programme, dans le fond, serait fait pour montrer qu'il s'agit d'un membre de l'élite qui est d'origine athénienne. C'est très bien construit, mais ça laisse quand même assez perplexe, parce que sur la seule foi du programme iconographique, c'est difficile de déterminer si vraiment on peut reconstruire comme ça le fait qu'il y avait une élite athénienne, etc. Donc voilà. Et il propose en outre dans cet article, Pianou, d'y voir un atelier donc, qui viendrait de Tourioi ou qui viendrait d'Athènes, spécialement pour travailler pour cette famille, et qui aurait donc conçu
Bon, ça c'est pour expliquer l'uniformité et le fait que, effectivement, sur l'ensemble des vases, on a, je disais qu'il y a 19 vases, il y en a 17 qui sont par la main du peintre de Policoro et 2 qui sont par d'autres peintres. Donc il y a un même peintre, un même maître qui a quand même fait toute une série de vases. Et pour expliquer cette uniformité et puis l'unité de ton aussi, il pense que cet atelier est peut-être venu s'installer en fait à Héracléa. C'est peut-être là aussi qu'il y a une production qui aurait pu naître à cause de ça. L'hypothèse qu'il exprime et dans lequel j'ai du mal à imaginer comme réel, parce que pour des raisons techniques, c'est-à-dire que pour venir s'installer pour faire une production de vases de qualité comme celle-là, il faut quand même qu'il y ait déjà des installations, ou alors construire soi-même les fours, etc. Ça paraît compliqué. Comme je vous l'ai dit, les structures qu'on a dans les restes sur la colline du Castello, elles datent du milieu du IVe siècle, donc elles n'existaient pas à cette époque-là. Et puis, c'est un peu douteux sur le plan logistique, parce que venir de Tourioy pour s'installer à Héraclée, alors que les vases circulaient énormément, on le sait, puisqu'on voit à quel point ils sont distribués ici et là, quel intérêt ça pouvait avoir. Donc, et puis, c'est une hypothèse qui repose sur, disons, pas la logique peut-être d'une étude artisanale, mais plutôt sur une proposition historique concernant la présence d'Athènes à Héraclée, donc à travers Tourioy. Donc c'est quelque chose qui est bon, qui a eu le mérite d'être proposé, qui est très brillant, mais pour lequel on peut pas, je pense, sur lequel on ne peut pas s'appuyer pour essayer de réfléchir à comment ça se passait sur le plan artisanal. Comme je vous l'ai dit, donc il y a deux des peintres qui sont dans cet ensemble, qui ne sont pas le peintre de Policoro, qui lui est, je vais vous en montrer un petit peu pourquoi, il y a une personnalité peinte de Policoro qui est absolument réelle. On a un successeur d'Amicos, dont vous avez un détail en couleur ici, bon, et puis vous avez le peintre de Créuse également, qui lui est un peintre métapontain, dont on connaît l'activité à Métaponte, et qui a lui aussi décoré une hydrie. Et ces deux hydries qui ne sont pas par le peintre de Policoro, elles ont une typologie et une taille différente de toutes les autres. Donc ça, pour ajouter au mystère. Voilà, donc, mais on a l'impression que tout a été fait ensemble, et qu'effectivement, il s'agit quand même d'une commande. Je vous montre quelques-uns des vases de cette série, donc avec des thèmes extrêmement ambitieux. Ici, par exemple, vous avez la fameuse hydrie avec Sarpédon emporté par Hypnos et Thanatos dans la partie supérieure. Vous voyez juste ses jambes. En dessous, vous avez une amazonomachie un petit peu déstructurée. Et ça, c'est parce que vous avez le cheval qui, vous voyez, ça c'est un thème, un motif qui est assez récurrent dans les amazonomachie. L'Amazone est tombée de son cheval, le cheval est à côté, et une compagne vient la défendre contre un guerrier grec. On a appelé cette scène Achille et Penthésile, parce que dès qu'il y a un grec et une amazone qui semble morte, on rattache ça à Achille et Penthésile, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, c'est très typique. Il y a un côté inorganique. C'est pas très bien composé. Hein. C'est pas centré. C'est pas. Les personnages n'ont pas les mêmes proportions les uns avec les autres. Si vous prenez la tête de l'amazone, celle du guerrier grec, il y a une sorte de côté disorganique dans même si le thème traité, on le reconnaît très bien, il est très ambitieux. Voilà un détail. Il y a une recherche de pathos, on va retrouver dans les autres vases, avec des visages de trois quarts, des yeux à moitié fermés, des gestes aussi qui sont assez emphatiques. Mais le peintre, ce qui pour moi le caractérise, c'est le fait qu'il traite des choses qui sont au-dessus de ses moyens, si on peut dire. Par exemple, le cheval, voir un cheval un petit peu comme ça, de profil trois quarts. Par exemple, le guerrier, il y a des bras qui sont pas bien pliés, il y a des raccourcis. On retrouve ça dans l'ensemble de ces vases. Donc, il y a ici à gauche donc le supplice de Dircée, très beau morceau avec le taureau, puis un thème tout à fait assez exceptionnel. Hein. Donc, on a mis tout ça en rapport avec des tragédies d'Euripide notamment. Et puis à droite, les Héraclides, Iolaos et les enfants d'Héraclès, voilà, réfugiés dans un sanctuaire. Voici quelques détails stylistiques hein, de près. Vous voyez, ces visages sont très, très caractéristiques parce qu'ils sont marqués par la douleur, l'horreur, l'inquiétude, etc. On sent qu'il y a une recherche d'expression.
comme un peu, même d'une manière assez outrancière, même par rapport à ce que font les peintres à Tarente à la même époque. Ils vont pas aussi à fond dans l'expression psychologique. Donc c'est là que c'est intéressant de se dire que le peintre est placé face à un défi qui est d'exprimer des émotions, des sentiments qui sont en rapport avec les thèmes tragiques qu'il traite. Et c'est assez exceptionnel, effectivement, sauf qu'il le fait avec des moyens qui donnent un résultat qui n'est pas toujours extrêmement gracieux. Et puis, son traitement des anatomies, par exemple, vous voyez à gauche, dans une pelliquée qui représente probablement Polynice, faisant trahir... pardon, j'ai un trou parce que vous allez me dire tout de suite. Polynice offrant des bijoux à... Pardon, Éryphile, voilà, pardon, pour lui faire trahir la cité de Thèbes. Regardez ce corps. Alors c'est un corps un petit peu polyclété. Hein. Il y a le chiasme, et effectivement les peintres à cette époque, surtout à Métapon d'ailleurs, s'inspirent beaucoup des types polyclétéens, mais les bras ont l'air un peu en caoutchouc. Il y a cette espèce de côté de pli très curieux de la main qui d'ailleurs sert à identifier le peintre dans d'autres productions éventuellement. Voilà, plus voilà, donc maladresse, ambition, pathos, on peut mettre tous ces mots les uns à côté des autres, et regardez aussi ce pathos tout à fait extraordinaire pour l'époque de Dircé, par exemple, la façon dont elle se souffre d'être entraînée par ce taureau, etc. Donc quelque chose quand même effectivement tout à fait exceptionnel, même dans le cadre général de la céramique de cette époque-là, celle produite à Métaponte, celle produite à Tarente, et pourquoi pas celle produite à Athènes. Hein. De toute façon, on ne trouve rien de comparable. On trouve donc tous ces caractéristiques sur les vases, et là où on trouve des parallèles, c'est un petit peu sacrilège, mais en travaillant sur justement les vases de la nécropole de Tarente, on trouve des choses qui sont dans le même esprit, qui ressemblent de près à ce qu'est le peintre de Policoro. Notamment dans ce qu'on appelle le groupe intermédiaire, qui est un groupe de Tarentins qui font des petits vases, et qui, essentiellement pour la nécropole de Tarente, donc des petits vases à boire, des petits vases aussi d'usage féminin. Ce groupe-là, avec ces trois sous-groupes, le groupe de la Viadante, le groupe de Reggio, le groupe de Schwerin, est très proche des attitudes, vous le regarderez, c'est cette façon de tenir par exemple la main comme ça, des attitudes et des anatomies du peintre de Policoro. Il y a même un petit récit taribalisque trouvé dans la nécropole de Tarente, attribué par Trendal au groupe de Reggio, je pense être le peintre de Policoro lui-même, parce qu'on retrouve cette façon de faire les mains, ses mains mal pliées, etc. Bon. Donc, pour moi, le peintre de Policoro n'est pas effectivement soit un maître athénien, c'est un membre des petits ateliers de Tarente qui normalement produisent beaucoup de petits vases qui remplissent toutes les tombes de la nécropole de Tarente, et qui exceptionnellement effectivement a eu une commande, parce il faut parler de commande quand on a quelque chose d'aussi exceptionnel. Alors, qui est à l'origine de la commande? C'est un peu comme la tapisserie de Bayeux, si vous voulez, parce que vous vous rendez compte, c'est quelqu'un d'extrêmement savant qui a donné tous ces thèmes. Là, il y a un phénomène exceptionnel tout à fait. Mais ce n'est peut-être pas le peintre lui-même. Et donc, pour une raison ou pour une autre, pour des raisons de lien qu'il pouvait avoir peut-être avec la cité d'Héraclée, et sans qu'il y ait besoin de supposer qu'il travaillait là, il a donc exécuté cette commande avec le renfort d'un ou deux peintres qui étaient peut-être en stage chez lui. Bon, il a donc produit cet ensemble où on voit l'effort énorme qui est produit pour illustrer des thèmes. On se demande aussi quelles sont les références. Il y a peut-être de la grande peinture, il y a peut-être des arts majeurs qui l'ont inspiré, mais en même temps, on y trouve aussi dans son style de base quelque chose qui nous montre que c'est pas un grand maître d'atelier. Voilà. Mais il est quand même particulièrement lié à cette cité d'Héraclée, donc à cause de cette production. Alors, troisième partie, je ne sais pas, je ne vois pas l'heure, mais je ne sais pas si je suis... Ça va, très largement. Le sanctuaire de Masseria Petrula. Alors, c'est dans ce contexte général, hein, avec tous ces éléments qui étaient posés, donc, qu'on a commencé à travailler il y a quelques années sur un ensemble de matériel, donc, conservé au musée de Policoro,
dans les réserves et puis en partie exposé, et qui provient d'une fouille des années 1976-1977 effectuée par Dinu Adamesteanu, qui était le grand surintendant de Basilicate, qui a vraiment créé l'archéologie moderne de la Basilicate. Adamesteanu avait découvert donc ce petit sanctuaire de Materia Petrula qui est à quelques kilomètres en arrière de la côte, qui est proche des rives du Cini. Vous le voyez, vous voyez toute cette zone d'influence encadrée par les deux fleuves Agri et Cini. Et pendant longtemps, ce sanctuaire a porté le nom de Santuario del Cini, en l'absence d'attribution vraiment précise à une divinité, puis ça a changé de nom pour prendre le nom du parcelle agricole sur laquelle il était. Ce sanctuaire, donc, sur le Cini, c'est une petite enceinte, plus ou moins carrée, de petite dimension, vous le voyez, hein, enceinte de pierre qui sont surmontées par des briques crues, et enceinte contre laquelle, à l'intérieur, vous avez un portique qui suit tous les côtés. Et on a retrouvé, le long des murs, les tuiles donc, du toit qui s'est effondré. Donc on sait qu'il était couvert d'un toit de tuiles. À l'intérieur de l'enceinte, vous avez 3 éléments: un autel en pierre, un petit naïskos en pierre aussi, et puis ce que vous voyez mentionné comme un déposito, un dépôt, qui est donc une fosse creusée dans laquelle étaient enterrés les objets votifs qui ont été manifestement enterrés tous au même moment et scellés tous au même moment. Le dépôt mort, en effet, vous le voyez sur les structures du péribole. Il mord sur un des petits murs du portique, et on considère que si le portique n'avait pas déjà été plus ou moins détruit, le dépôt n'aurait pas été fait à cet endroit-là. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette fosse? Donc, d'abord, tout un matériel choroplastique fait de petites statuettes. Vous avez en haut, ici à droite, à gauche, 2 musiciennes, une assise avec un tambourin et une qui joue de la double flûte. Et puis vous avez des statuettes d'enfants. Vous avez le type qu'on appelle du Temple Boy, on dit qu'il vient de Rhodes, hein, des petits bébés accroupis qui tendent les bras. Il y a également des fruits miniatures, des représentations de nourriture. Et puis, il y a, chose assez remarquable, donc, des bustes ou têtes de divinités, comme celle que vous voyez à droite. Les têtes A et C, ici, qui se ressemblent beaucoup, vous le voyez, hein, donc l'une au-dessus de l'autre, avec les yeux, avec la pupille indiquée, et puis bon, des très beaux détails de la chevelure qui montrent quand même que c'est d'un haut niveau artistique. Ont été rapportés à des fragments de statues assises qui ont été retrouvés aussi dans le même dépôt, des fragments de buste et puis un fragment de trône également, des fragments de bras aussi et un fragment de trône. Donc ces têtes sont à peu près grandeur nature. On se demande si ce ne sont pas des statues de culte, hein. Pour les auteurs de cet article ici, toutes ces figures féminines, du moins dans la partie droite, sont de type tarentin. Et il semble vraisemblable qu'elles aient été fabriquées à Tarente, c'est-à-dire qu'on ait fait venir de Tarente effectivement de très belles statues de culte en terre cuite, de grandeur quasiment nature, pour ce petit lieu de culte. C'est intéressant pour nous, céramologues, de voir donc qu'on n'a pas forcément une production locale pour un sanctuaire, mais qu'on a une production qui peut être importée. Alors qu'il y a des réalités tout autour qui sont différentes. Par exemple, derrière Métaponte, il y a le sanctuaire de San Biagio alla Venella, qui est un sanctuaire d'époque archaïque, où on a une production locale à figure noire qui est spécifique, des choses importées aussi, mais on a des choses qui manifestement ont été faites sur place. Donc, vous voyez que les cas peuvent être différents. Alors l'hypothèse d'identification de ces figures très richement vêtues c'est encore quelque chose qui n'est pas tout à fait certain. Les auteurs font remarquer que ces 2 jeunes femmes portent des sécrifales, des sacoilles, des coiffures civiles en fait, hein, c'est pas des coiffures de déesses, à part peut-être Perséphone, qui sait. Mais on a aussi effectivement les éléments, le bout d'un pied d'un trône, hein, avec un pied de lion, donc il pourrait effectivement s'agir aussi d'un sanctuaire, d'une indication d'un sanctuaire de Déméter et Perséphone.
Alors, outre la choroplastie, on a des formes de vases, on a des vases à figure rouge, quelques vases à figure noire également. On a plus de 1000 fragments à figure rouge, hein, qui sont peu recomposables, ce qui est dommage, toujours un peu frustrant, parce que le nombre d'individus qui peuvent être vraiment recomposés, et vous allez en voir, il y a quand même des grosses lacunes, mais on peut arriver à quelque chose, une bonne proportion de la forme entière, sont quand même relativement peu par rapport aux petits fragments isolés, qui sont peut-être faits pour être collés, hein, mais pour l'instant restent des fragments isolés. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur les formes qui sont représentées dans ce tableau de Francesca? Une prédominance de vases à boire et notamment de schifoïdes de type C, schifoïdes de type A, donc de type corinthien, ou le schifoïde de type attique plus trapu. Des coupes à 2 anses, mais à vernis noir, qui sont liées à des pratiques cérémonielles, des hydries qu'on a mises aussi en rapport avec des rituels de l'eau, puisque j'ai oublié de le dire, mais c'est un sanctuaire qui se trouve à côté d'une source, non seulement à côté pas loin du fleuve Sini, mais à côté d'une source, donc des vases qui indiquent des pratiques qui peuvent être des pratiques de banquet ou de libation, ou encore des pratiques qui sont liées à l'eau, des pratiques de santé, etc. Vous voyez là sur le dessin des petits fragments de schifoïdes de type glauques, qui sont des choses qu'effectivement on reconnaît facilement. Voici un exemple dans la réserve du regroupement de ces petits fragments. Voilà, donc des petits schifoïdes de ce qu'on appelle de ce type glauques, de type corinthien, à parois très fines. Et une sélection ici des vases les mieux conservés, les plus recomposés. Les formes, donc des hydries, vous en avez 2 en haut, mais il y en a une série de 4 qui sont à peu près bien conservées et qui donnent des éléments intéressants. Un cratère en bas, un autre cratère qui est une recomposition de fragments et on en reparlera. Des schifoïdes, toute la partie basse ce sont des schifoïdes, donc toujours numériquement les plus nombreux, hein. Et puis des pelliquées comme celle que vous voyez en haut à droite aussi, dont je vais vous reparler, puisque ce sont des scènes mythologiques, on n'a pas les moyens d'en reconnaître beaucoup, mais il y en a. Et voici la troisième hydride. Tiens, je ne savais pas qu'il y avait une animation, mais voilà. Encore voilà, parmi les mieux, vous voyez, mieux recomposés. Donc, de nouveau, des formes hydries, de nouveau schiphos, et puis un lécite, mais les fragments de lécite sont vraiment pas nombreux. Et juste parce qu'on a les schiphos sous les yeux, celui du milieu, vous voyez que ce type de schiphos, c'est vraiment cela dont on sent que c'est le plus répandu. C'est un schiphos où d'un côté vous avez une femme, de l'autre vous avez un jeune homme, soit un athlète, soit un jeune homme qui s'appuie sur un bâton. Donc cette répartition, sur d'autres formes de vases, on va avoir une femme et un jeune homme face à face, mais sur ces petits schiphos, il y a une face, voilà, un genre, une face. Donc ça, c'est vraiment un type très répandu dans le sanctuaire. Pour ce qui concerne l'apport de ces fragments à la datation, donc les plus anciens fragments, ce sont des fragments qu'on peut rapporter au Pandamikos et à son atelier, donc on est vers 420-410 avant Jésus-Christ. La fosse semble avoir été remplie. Et on a des vases qui vont jusque vers le milieu du IVe siècle. Et la fosse semble avoir été remplie et scellée au moment de l'abandon du sanctuaire, donc vers le tout début du IIIe siècle, à un moment où on constate que, par ailleurs, enfin, on le voit bien dans la Chorade Métaponte, qui est voisine et qui a été très étudiée, il y a une raréfaction des établissements agricoles. La population baisse, hein, il y a un relatif abandon d'un certain nombre de lieux. Donc, c'est probablement ce qui a causé la désertification et l'abandon de ce petit sanctuaire. Donc, les débuts de la fréquentation sont placés vers le début du IVe siècle, même si vous voyez qu'on a ici des fragments qui sont un peu plus anciens, mais ils peuvent avoir été thésaurisés, c'est pas un problème. Donc, le temps de fréquentation, vous le voyez, n'a pas été très très long. Il dure un siècle en fait, hein, ce qui permet de faire un ensemble qui est assez bien circonscrit. Sur l'identification du sanctuaire, je reviens dessus, en l'absence de témoignages épigraphiques, c'est pas comme dans Suite Déméter ou encore l'inscription qui était sur la colline occidentale, il y a eu depuis la découverte des propositions diverses.
Adam Esteanu l'avait identifié, alors je pense qu'il parcourait la Cora avec Strabon, et il recherchait évidemment certaines choses, donc il l'avait identifié comme l'héroïne de Calcas, le devin, qui aurait eu un culte dans cette région-là de la Grande Grèce, à cause d'un passage fameux du poète Lycophron. Mais on a ensuite rapidement évolué vers l'idée du culte, bien entendu, d'une ou plusieurs divinités féminines, hein, on le voit bien avec les statues de culte putatives, avec un aspect chtonien. Et Massimo Zana a proposé, ce qui est aujourd'hui largement admis, d'y voir un lieu de culte des nymphes, divinités qui sont liées à Aphrodite, qui ont un caractère chtonien, qui sont liées à l'eau, à l'utilisation de l'eau, et la personnifient, qui président au passage du statut virginal à celui d'épouse, et sont également associés au monde dionysiaque. Et dans l'iconographie de cet ensemble, on va bien entendu avoir des détails qui nous montrent, enfin, qui tendent vers l'ensemble de ces fonctions. Alors que dit la céramique qui est retrouvée dans le dépôt sur cette attribution particulière du petit sanctuaire? Que disent les formes, que disent les techniques, que dit le style, que dit l'iconographie sur cette ambiance rituelle? Alors les formes, on l'a vu, hein, on a un éventail de formes serrées et dont on a l'impression qu'elles ont toutes un rôle à jouer effectivement dans les différents aspects du rituel, que ce soit les petits vases à faire à boire ou l'hydrie qui est quand même très liée au rituel qui concerne l'eau, et on va voir qu'il y en a des représentations même sur la céramique elle-même. Et puis, concernant alors le style de ces vases, on a commencé quand même à essayer de, forcément, quand vous commencez à classer des fragments, de caractériser les peintres et les ateliers qui sont représentés dans cet ensemble. Je ne vais pas vous donner l'impression que tout ça a été recomposé depuis que je travaille dessus, parce qu'il y avait déjà beaucoup de travail qui avait été fait avant, hein, au sein de ces réserves. Donc les vases qui apparaissent complétés, bien sûr, l'ont été par des archéologues qui ont travaillé avant dessus. Il restait toujours cette fameuse idée de la production locale qui était en arrière-plan, parce que c'est un phénomène aussi anthropologique intéressant. Est-ce qu'on a un petit sanctuaire qui a une durée de vie courte, mais ça arrive dans certains points du monde grec et du monde de Grande Grèce particulièrement. Il y a des ateliers qui semblent avoir une durée de vie, si on fait un peu la chronologie de certaines productions, durée de vie à peu près équivalente à celle d'un sanctuaire, par exemple justement toujours à San Biagio à la Venella. Donc, et puis on sait que dans d'autres lieux, il y avait des ateliers qui étaient installés dans les sanctuaires, là on en a des preuves archéologiques. Donc l'idée était un petit peu de travailler avec cette question en arrière-plan. Par exemple, sur ce cratère, donc, qui est le deuxième le plus ancien, puisque lui aussi est issu du cercle du Pindamikos, d'un successeur qui deviendra par la suite peut-être autre chose, mais pour l'instant, on n'arrive pas très bien à le classer. Il ressemble au peintre qui a fait l'hydrie, une des hydries de la tombe de Polychoro. Il a des aspects qui sont les mêmes, mais ce n'est pas tout à fait ça encore. Mais en tout cas, on est dans le cercle du peintre d'Amikos. Et j'avais essayé de montrer dans une présentation au colloque de Cincinnati, publiée en 2014, qui s'appelle Hands at Work, que l'atelier du peintre d'Amikos, qui a énormément de mains à l'intérieur, en fait, que Trendal n'avait pas toutes vues, il en a vu quelques-unes, mais il y a beaucoup de choses qui ont été mises sous le peintre d'Amikos, qui donc a un corpus géant, alors qu'en fait, il y a beaucoup de peintres de mains qui semblent un peu différentes, et certaines qu'on peut pas même identifier dans d'autres lieux par la suite, en Sicile ou en Étrurie avec le peintre d'Arnaud. Donc c'est un atelier très important parce qu'il est en fait au centre de la formation et de la diffusion d'un certain nombre de peintres qui sont partis un peu à droite et à gauche ensuite répandre la technique des figures rouges et ce fameux style de revers avec trois jeunes gens, un athlète qui tient un trigide, trois jeunes gens drapés, puis alors les plis qui sont typiquement amycéens et qu'on retrouve dans tout un certain nombre d'œuvres faites par des successeurs, des compagnons d'atelier, etc. Alors, comme vous voyez, dans cette photo, ce vase est intentionnellement percé au fond, ce qui dénote son utilisation pour des libations ou pour des aspersions rituelles. Donc là, on a vraiment une chose intéressante parce que c'est un matériel de sanctuaire et il est marqué
par cela. Un indice technique important. Une autre question technique qui se pose, mais ça c'est vraiment plutôt dans le champ de l'identification des ateliers, c'est l'argile qui est très très claire. On le voit bien ici à l'intérieur, qui pèle, donc le vernis noir s'en va. Et ça, on retrouve ça sur les vases corinthiens, c'est des argiles primaires très blanches. Et ça n'existe pas par exemple à Métaponte. À Tarente, on connaît quelques vases, on rencontre des vases qui sont faits comme ça. Donc là, c'est un indice, et ça me permet de vous dire simplement que je pense qu'il faudrait un jour qu'on arrive à faire des analyses d'argile, parce que c'est évidemment la chose qui pourrait apporter des renseignements très intéressants sur ces questions de production. Des analyses sur cet ensemble spécifique, bien sûr. Il y en a d'autres qui ont été faites pour d'autres lieux, mais là, il me semble que ça serait vraiment souhaitable, et souhaité en tout cas. Alors, on est mieux renseigné sur un certain nombre donc, de fragments de skifoil, d'hydrie, qui sont attribuables à un peintre qui a été identifié par Trendal et qui a été appelé par lui le peintre du parasol. Et là, par exemple, vous avez des fragments d'un skifoil qui, là aussi, hein, ce jeu binaire entre une femme qui présente une fiale et puis un jeune athlète, donc toujours cette alternance d'un côté à l'autre, qui semble vraiment importante dans ce lieu. Mais on retrouve évidemment cette formule dans de nombreux lieux, mais ici on a une insistance sur ces rencontres. Alors on a ce Skyphos, on a une hydrie que vous voyez à gauche, et un autre fragment, un fragment d'hydrie. J'attire votre attention, puisque vous avez l'occasion de voir ce peintre de près, sur le fait qu'il a une façon de dessiner la main posée sur la hanche qui est absolument unique. Donc même si on n'avait trouvé que le bout avec la main sur la hanche, c'est de main assez grosse et avec des doigts pointus. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'avais identifié, moi, parce que j'ai refait un peu le corpus de ce peintre dans le CVA du Louvre, où se trouvait ce très beau Skyphos de grande taille qui lui est attribué, encore un Skyphos, hein, de grande taille, mais on ne sait pas d'où il vient malheureusement, puisqu'on est dans le cadre d'une collection de musée. Ce peintre m'avait intrigué. Vous voyez que là, il est dans son chef-d'œuvre par rapport à ces petits skifoils qu'il fait sinon. Et vous voyez qu'on retrouve cette position des athlètes avec leurs mains sur la hanche, bon, qui était et puis cette façon les profils, les yeux aussi sont très, très caractéristiques. Donc là, j'avais commencé à élargir la liste de ce peintre, puisque Trendal ne connaissait pas toutes les choses qui étaient sorties plus récemment. Et qu'on en trouvait beaucoup. Et puis j'avais aussi, contesté un petit peu le fait qu'il soit classé dans les peintres tarentins ou apuliens, parce que en fait, on trouve ces vases essentiellement dans l'arrière-pays métapontain, et on les trouve associés à des vases des fabriques métapontines. Il a également les mêmes typologies de ce qu'il faut exactement que peintre de Delon, peintre de Créus, etc. Donc, avec Francesca, nous avons pensé qu'il était plus opportun de le remettre dans les ateliers métapontins. Donc, pour moi, il opère à Métaponte. Donc, voilà un peintre métapontain bien représenté dans cette... voilà quelques autres exemples. Le Skyphos qu'on a vu tout à l'heure, donc avec la femme à la torche, hein, qui vient de la colline du Castello, mais sans qu'on sache exactement d'où, de quel type de lieu. Un Skyphos qui provient d'une nécropole près de Pisici. Donc, et là, vous retrouvez ses alternances, un jeune homme nu, une femme, sans rien de particulier. Il n'y a pas d'accessoires, il n'y a pas de... Voilà, c'est très générique. Et puis, un petit fragment qu'on a trouvé aussi dans les réserves de Tarente en travaillant sur les matériels de la nécropole. Vous retrouvez aussi la main sur la hanche, et qui semble venir d'un vase un peu plus important, avec peut-être une scène mythologique. Je pense que le personnage est une servante à cause de la coiffure, hein, les cheveux courts. Après, en dire plus serait difficile. Mais voilà, donc ce peintre du parasol qui est bien représenté et à Policoro en général, et dans la chorale Métaponte et au sanctuaire de Petroula, c'est intéressant parce qu'il semble être en fait un spécialiste de ces petits skifoils et de ces hydries et de ces scènes un peu génériques entre hommes entre jeunes gens et jeunes femmes, qui a travaillé donc pour le sanctuaire de Petroula. C'est intéressant de voir, de comprendre comment la consommation de ces lieux pouvait influer sur le type de production de ces artisans. Alors, les tendances iconographiques maintenant. On a différentes catégories d'iconographie sur les vases qui nous permettent de les lire. Donc nous avons ces scènes génériques entre
jeunes gens, femmes qui sont qu'on vient de voir hein, et qui sont sur des petits vases, voilà. Des scènes autour d'un monument ou des scènes autour d'un naïskos, comme ici sur le cas de cette hydrie. Des scènes dionysiaques, satyres, ménates, etc. Là, on n'a que des fragments, c'est pas très. Et puis quelques scènes mythologiques, bon, qu'il va falloir interpréter un peu dans ce cadre-là. Ici, vous avez une hydrie avec ce qui paraît être une scène d'offrande au naïskos. Vous savez, cette scène funéraire qui se développe énormément à Tarente puis en Apulie à partir du deuxième quart du IVe siècle avant Jésus-Christ. On voit à gauche une femme qui apporte un grand lécite. Il y a une enfant Panathinaïque qui est posée au pied du monument avec des bandelettes. Il y a le naïskos sur un socle très haut couvert d'offrandes avec une femme qui tient un éventail et un petit oiseau. Et puis il y a une autre femme qui apporte des bandelettes, il y a une fiale, il y a tout un tas d'accessoires. Et donc ça ressemble au schéma de la visite au naïskos tel qu'on le connaît. Je vais montrer sur les côtés, voilà, un peu plus en détail. Couronne aussi, voilà. Mais Giusy Gadaletta est revenu lors du symposium récent de Bari sur les particularités de ces séries, notamment 4 hydries qui portent ce type de scène d'offrande autour d'un monument. Ce qui n'est pas habituel dans un contexte sacré, parce que nous ne sommes pas en contexte funéraire, nous sommes en contexte voilà, rituel, sacré, et quel sens peut avoir une tombe avec des offrandes apportées à la tombe dans un tel contexte. Les 4 hydries qu'elle a analysées ont, comme le cratère que vous avez vu tout à l'heure, le fond percé d'un trou, qui indiquent leur fonction rituelle et des représentations assez similaires, donc dans cette idée d'apporter des choses à un monument. Elle note, elle, en particulier, dans toute cette série, l'insistance sur je repasse parce que celle-là, je vous en parlerai après, la manipulation des vases. Ce sont des scènes dans lesquelles on voit des hommes, des femmes surtout, apporter des vases. Ici, par exemple, sur ce vase très mal fait, vous avez une femme qui apporte une hydrie. Il y a une colonne autour de laquelle se trouvent plusieurs personnages. La colonne centrale est surmontée d'un vase. Est-ce que j'ai encore une... Oui, ça c'est un autre détail, mais je vous montre encore cette diapositive-là parce que vous voyez que toutes ces colonnes centrales étaient surpeintes en blanc, ou en blanc et jaune. Ce qui met une sorte d'emphase dessus, comme on dit. Elle note cette insistance sur la manipulation des accessoires rituels et surtout les vases, dans ce qui, selon elle, n'est pas forcément une scène funéraire, mais une scène d'offrande cérémonielle autour d'une architecture qui peut être ce modèle, en fait, sur les représentations de Naïskos. Alors ça, c'est très intéressant parce que ce sont peut-être des schémas figuratifs qui, selon les nécessités, nécessités funéraires ou rituelles, peuvent être récupérés, mais on va les particulariser plus autour de certains détails, comme par exemple la manipulation des vases. C'est intéressant parce que je voudrais soutenir cette idée avec la constatation que les premières scènes de Naïskoi funéraires apparaissent à Héracléa. On a vu tout à l'heure l'amphore du peintre de Brooklyn-Budapest, qu'on peut situer tout au début du IVe siècle, avec ce Naïskos non occupé, donc pas encore très conventionnel, le jeune homme devant. Et puis, il y a une hydrie qui provient de la nécropole occidentale, que j'ai attribué au peintre d'Adolphe Seck, qui est un petit peintre tarentin voilà, des années 380-370. Et vous voyez qu'elle est très belle, c'est une véritable scène de Naïskos, et en plus on a devant le Naïskos les vases offerts, on a donc des jeunes gens et des jeunes femmes qui apportent des offrandes, on est dans le schéma tout à fait qui va devenir classique apulien de cette scène au Naïskos, sauf qu'on est bien avant l'invention du Naïskos à Tarente telle qu'on la place, c'est-à-dire dans l'atelier du peintre de Liupercis vers 370-360. C'est antérieur. Ici, on a cette scène, et alors, autre preuve qu'il y a là quelque chose, c'est que ce petit peintre d'Adolphe Seck, il a fait beaucoup de choses, mais c'est la seule scène de Naïskos qu'il ait fait, et surtout, il n'utilise jamais les rehauts. Le rouge, le blanc. Donc là, il est dans un contexte où il a créé cette scène pour vous le voyez, une iconographie funéraire qui semble quand même être particulièrement en avance à Héraclée et particulièrement importante. Alors, est-ce que ça serait l'explication du fait que on utilise aussi ce type de schéma
pour des vases dont on sait qu'ils vont aller en contexte rituel. Ce ne sont pas effectivement des scènes véritablement funéraires. Là, on a une femme qui s'approche avec une hydride, une colonne, mais face à elle, il y a un homme qui est barbu, ce qu'on ne trouve pas dans les scènes funéraires où les hommes et les femmes sont toujours jeunes. Hein, et les scènes de Naïskoï apuliennes sont toujours, les personnages sont désincarnés. Donc là, il y a quelque chose de plus personnel. Et puis, on a cette façon, donc, on n'a plus la couleur, mais elle y était, sur le vase, sur la colonne, et sur le vase qui surmonte la colonne. Donc, quelque chose d'assez particulier. Dans cette iconographie, alors vous voyez le style aussi, hein, qui n'est pas, qui est pas non plus extraordinaire, c'était très négligé. Il y a un ou deux fragments dans l'ensemble qui, je pense, ressortissent du même travail, du même peintre. Et on a ce personnage qui se tient en haut à droite et qui tient une lance d'un côté et de l'autre, enfin qui est habillé à l'oriental avec un bonnet phrygien, tunique, vêtements collants, pantalon, etc. Surmonté à côté un peu plus haut, il y a un chien. À première vue, comme ça, quand on regarde mal, on a l'impression qu'elle le tient en laisse, mais c'est plutôt un arc qu'elle tient. Et selon Giusy Gadaletta, ça ne peut guère être que le personnage d'Artemis Bendis, qui est une divinité extrêmement répandue dans toute cette région. On la trouve représentée sur des petites statuettes également à Héracléa, mais dans les sanctuaires de l'Ariapée aussi. Donc, un personnage qui là aussi figurerait dans une scène, une divinité qui figurerait dans une scène funéraire, c'est pas vraiment concevable. Donc, on a quand même quelque chose d'assez particulier sur ce vase qui nous montre qu'on est dans un registre plutôt religieux, plutôt cultuel. Alors, voilà, donc là, cette planche que je vous ai déjà passée, mais pour vous montrer que donc sur ces 3 hydries, 3 fois, on a le centre qui est marqué par un monument ou une colonne qui est peint ou était peinte en couleurs superposées. Et je me rappelle une phrase d'Agnès Rouvray qui en parlait, parlant par exemple des débuts de la figure rouge à Tarente, de ces merveilleux fragments du peintre de la naissance de Dionysos où on voit Apollon dans son temple, que l'usage de la peinture superposée a quelque chose à voir évidemment avec la mise en évidence du sacré, du temple, d'espace sacré, etc. Donc ça pourrait tout à fait être quelque chose qu'on sent ici sur ces vases. Alors, les scènes mythologiques, quels sont les mythes qui sont... Alors, je m'arrête là pour les scènes de type générique, enfin de type qui sont c'est pas de la narration, mais on a vraiment des éléments qui sont intéressants. Et vous voyez, je pense que ça répond assez bien à l'idée d'image et anthropologie, parce que si on avait des vases comme cela dans un musée, sans contexte, on essaierait d'analyser l'iconographie, il y a beaucoup de choses qui nous échapperaient, tandis que là, on se rend compte que ce sont des vases qui sont particuliers, non seulement parce qu'ils ont déjà le pied percé, donc leur fonction est indiquée clairement. Donc, techniquement, il y a des éléments qui montrent, voilà. Et puis, techniquement aussi, des choses sont rajoutées qui n'existent pas sur d'autres vases des mêmes séries. L'usage de la couleur, par exemple. Des accessoires qui sont un petit peu plus présents, etc. Donc des choses assez infimes, mais qui peuvent expliquer justement, être considérées comme ces variables de l'iconographie qui peuvent indiquer quelque chose. Alors, qui sont moins perceptibles quand le vase n'est pas en contexte, mais quand il l'est, on peut se dire qu'effectivement, on peut les interpréter de cette façon-là. Quels sont les mythes représentés et quel peut être le rôle éventuellement paradigmatique de ces mythes dans ce contexte, donc ce contexte de sanctuaire des nymphes, avec cette idée de rite de passage, de l'enfance à l'âge adulte, de l'état de vierge à l'état de mariée, etc. Donc tout ce qui est lié à ce culte des nymphes. Donc toutes les scènes qu'on a ne sont pas interprétables, parce qu'on a des fragments isolés sur lesquels on voit par exemple un bout d'un cheval marin, un bout de quadrige, bon, un roi avec un sceptre. On sait bien qu'il se passe quelque chose, mais on n'a pas assez pour pouvoir dire quoi que ce soit. En revanche, on a au moins pour le moment 2 scènes très lisibles. D'abord sur une pelliquée attribuable donc au peintre de Policoro, dont je vous ai parlé, celui de la tombe exceptionnelle. Un extrait du jugement de Paris. Alors, c'est comme ça que c'est présenté depuis le début. Francesca a rajouté une anse récemment, donc j'ai mis la photo avec l'anse. Prouve qu'il y a de l'espoir et qu'on peut éventuellement toujours compléter un vase. Il semble plus récent que la série de la tombe de Policoro, plus fluide,
Il y a quelque chose. On retrouve par exemple bon, vous voyez un élément très déterminant, c'est ce décor de grosses rosettes comme ça, qui se trouve un peu n'importe où, là sur les seins de l'Amazone, et puis ici sur le péplos très curieux d'ailleurs que porte Athéna. Il est un peu, c'est pas la dernière mode, enfin, il est un peu gros. Et puis on trouve ces rosettes comme ça, mais les groupes de 3 points, enfin il y avait plein de choses mais le style a un peu évolué manifestement, le style anatomique. Et donc on a cette scène très étrange, donc sur une pelliquée, avec un Paris qui est assis ici à droite, mais qui porte un casque avec des ailes, un bonnet avec des ailes ou un casque avec des ailes, et un costume oriental, hein, vêtements collants, une tunique par-dessus, des bottes. On ne peut pas savoir si elles sont à ailettes aussi, parce qu'il manque la partie. Voilà. Une divinité avec un polos et un sceptre qui semblerait bien être Héra. Et Athéna qui se tient sur le côté et qui, de manière très étrange elle aussi, alors, porte un casque de type Astérix, hein, avec les ailes qui font comme ça. J'avoue que j'ai passé du temps à regarder ce fragment et me demander si on n'avait pas, si ce personnage n'était pas percé ici. Si on n'avait pas le casque d'invisibilité donné par Athéna qui était sur la tête d'Athéna, pour une raison quelconque, mais ça ne marche pas vraiment, parce qu'il y a quand même la présence de cette divinité qui est Héra. Et puis, il manque encore toute une partie de la panse, et là, il y avait encore un autre personnage, et ça pourrait évidemment être Aphrodite, d'autant que Paris s'est tourné vers le personnage qui manque. La main est tendue, voilà, elle est comme ça, vous voyez, on voit juste le bras et le dessus de la main. C'était présenté comme Jugement de Paris, et on va le garder comme ça, mais la question des casques, moi, me trouble énormément. Alors, si vous avez dans la discussion, justement, je serais très preneuse de suggestions éventuelles. Voilà. En même temps, comme Francesca l'explique dans la présentation qui a été faite au colloque de Bari, cette iconographie serait très bien pour un sanctuaire. Ce n'est pas une iconographie très répandue à cette époque, ni dans ces ateliers. Il y en a quand même un peu, le peintre de Créus à Métaponte fait des jugements de Paris. C'est quelque chose qui est tout à fait adapté, évidemment, à un sanctuaire où on parle de mariage, de rite de passage, etc. Donc, et de victoire de l'amour, de triomphe de l'amour et de la nuptialité. Donc, ça serait effectivement la justification paradigmatique, je dirais, de cette représentation. Puis, on a aussi un cratère, un calice, qui était ça c'est une des premières photos qui ont été faites, je crois en 2014, je crois que c'est de la mienne, mais comme on met nos photos en commun, je ne me souviens plus, bref, elle était dans la vitrine du musée, et vous voyez qu'on y voit 2 femmes qui se tiennent un peu enlacées, et puis dans la partie gauche, on a le reste d'un roi qui est assis, ou d'un dieu, avec un voile sur la tête, et puis un sceptre avec un oiseau qui doit être un aigle. Et c'était comme ça jusqu'à ce que Francesca retrouve dans les réserves un fragment qui n'est pas jointif, mais qui va avec l'ensemble des fragments, parce qu'on a la même courbure, on a les mêmes détails techniques à l'intérieur, bon, c'est des mêmes proportions, donc il y a tout un ensemble de choses qui font que c'est indubitable. Et que donc ce fragment représente un jeune homme avec un pétase, et puis derrière lui il y a une aile et une tête de cheval. Et une petite couronne qu'on lui met sur la tête. Donc il s'agit de Bellérophon, puisqu'on reconnaît très nettement derrière lui Pégase avec son aile et sa crinière. Et voilà la reconstitution graphique qu'elle a faite de l'emplacement du fragment. Donc Bellérophon se trouve... alors au début c'était intéressant parce qu'on avait interprété ce groupe comme Hadès et Perséphone. Hein. C'est comme ça que c'était présenté dans le musée. Puisqu'on n'avait pas d'autres éléments, mais donc ça change tout. On se retrouve avec Bellérophon face à Proitos et très probablement Sténébé qui se tient derrière. Iconographie qui n'est pas rarissime dans cette région et à cette époque. On a plusieurs autres exemples, par le peintre de Tarporlé à Tarente, par le peintre du Calatos peut-être, donc à Métaponte. On a le peintre de Gravina, vous avez ici sur ce dit peintre d'Ariane, sur ce Stamnos, où on voit le départ de Bellérophon. Mais les épisodes sont centrés sur la question de la lettre que remet Proitos à Bellérophon, cette lettre qui va l'envoyer à la mort, croit-il, hein,
puisqu'il dit à son cousin Iobatès qu'il faut envoyer ce jeune homme combattre la chimère et essayer de le faire tuer par tous les moyens, puisque vous savez que Sténébé avait tenté de le séduire et que, bon, c'est la histoire. Bellérophon est un héros qui est aussi assez populaire en fait en Grande Grèce, et je rappellerai que la première scène figurée qu'on connaisse sur le Indinos de l'Incoronata, donc site gréco-indigène qui est sur une colline en arrière de Polycoro, c'est un dinos qui porte la représentation de Bellérophon qui combat la chimère. Donc dans cette région, on a un autre fragment du Pain de Dolon à Yersinia très beau qui nous montre aussi un Bellérophon combattant la chimère. Dans cette région, Bellérophon est assez représenté, mais évidemment, à la fin du 5e siècle, en figure rouge, c'est cet épisode du départ avec Sténébé qui est représenté quasiment tout le temps, et on pense bien sûr que c'est l'influence de la pièce Sténébé d'Euripide, qui parle bien entendu de cet épisode et qui parle de la façon dont, de la séduction de Bellérophon par Sténébé. Donc ça pourrait être effectivement tout à fait inspiré par Euripide, et on pense que la scène était vraiment magnifique. La seule chose qui est troublante, c'est que Bellérophon se couronnait, parce que ça c'est un détail qui n'est pas... et en plus, on n'a pas de chance parce qu'on ne sait pas qui couronne Bellérophon. Est-ce que c'est un petit Éros ou est-ce que c'est une petite Niké? Ça changerait des choses parce que si c'est un petit Éros, ça peut aller là aussi encore avec le thème du sanctuaire, c'est-à-dire les épreuves que traverse le jeune homme, et puis il est couronné par l'amour. Au terme quand même de ces épreuves, après la chimère, etc., il se marie avec la fille de Iobatès, il a des enfants avec elle, etc., donc il accède au mariage. Donc ça peut tout à fait se rapporter à ce mythe, voilà, ce côté paradigmatique du parcours de vie du jeune Païs, pourquoi pas. Mais si c'est une Niké qui couronne Bellérophon, c'est qu'il revient en fait d'avoir combattu la chimère. Et dans ce cas, on est dans un autre épisode que ce qui est montré sur l'ensemble des épisodes qu'on trouve dans la région. Se demander aussi comment interpréter l'expression de Sténébé, parce qu'elle est très très caractérisée. Elle a ce geste, alors qui est avec elle une servante, sa nourrice, enfin c'est pas sa nourrice parce qu'elle n'est pas représentée vieille, mais savoir aussi, mais elle a cette attitude qu'on trouve par exemple sur la Pénélope du Skyphos du Pain de Pénélope, qui regarde son mari se battre contre les prétendants, c'est-à-dire d'attente anxieuse, il y a quelque chose qui se passe, c'est vraiment une gestuelle qui est d'indécision, enfin c'est une gestuelle voilà, qui est très, en tout cas, on ne connaît pas le sens exact peut-être, si on n'a pas le contexte entier, mais il y a quelque chose qui est indiqué là aussi, dans le pamphile de Sténébé. Alors vous voyez que c'est difficile à interpréter là aussi, puisqu'il nous manque des éléments. On voit bien que Bellérophon triomphe, et ne serait-ce que cela, c'est vrai que ça peut être en rapport avec le thème qui est l'attribution, qui est celle du sanctuaire, mais on n'a pas la précision absolue de savoir si cette scène était totalement originale, parce que justement située dans un moment qui n'est plus le moment qui est représenté de manière générale. Mais je vais vous laisser sur cet air dubitatif de Sténébé qui reflète mon état d'esprit, et en attendant bien sûr vos remarques et vos questions. Merci beaucoup. Je ne sais pas si le micro fonctionne pour la distance. Oups. Non, je vais remettre le... Ça a allumé quelque chose sur le micro, mais ça a été... Ça fonctionne, j'espère qu'à distance aussi. Alors, je vais tout de suite laisser la parole à la salle. S'il y a des questions, des remarques sur effectivement ce parcours qui va du terrain au musée, et par petits fragments qui effectivement s'incrémentent et se redécouvrent régulièrement. Alors moi, une question vraiment, encore une fois, de béotienne, de romaniste, on va dire. C'est est-ce que, par ailleurs, sur Héracléa, le paysage religieux, enfin les autres sanctuaires, on arrive à faire un peu, enfin on a des inscriptions, etc., qui permettent d'avoir un aperçu de ce que je vous ai montré, c'est-à-dire
les fragments inscrits voilà, ou Ouais. Aphrodite. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a certains sanctuaires qui sont bien placés à cause de ça. Il y a de l'épigraphie, puis il y en a d'autres où on voit qu'il y a un péribole, qu'il y a un saint sacré. Mhm. Je suis évidemment pas Non, non, spécialiste d'archéologie religieuse, mais c'est plutôt un site où on a quand même quelques sanctuaires d'Apollon, sanctuaires des Déméter qui sont bien identifiés. c'est ça. Ouais. Mais on n'arrive pas à refaire un réseau justement dans lequel les Non. nymphes pourraient. Enfin, je veux Bah dire, non, on n'a pas de- entièrement, non, Ouais, non. tout à Ouais. fait. Donc, non. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres, enfin, des questions? Moi, c'était- Merci et merci Martine. Effectivement, on voit bien que la céramique italiote, c'est compliqué. et ça reste très compliqué. Beaucoup de questions. C'est encore, en fait, tout est encore très mouvant aussi dans la caractérisation de ces ateliers, surtout dans cette première phase que tu étudies. Oui. Bah, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont à déplacer parce que c'est pas, enfin, c'est toujours le problème de l'après Trendall. Trendall est considéré comme un gourou, il a énormément classifié, énormément clarifié, mais depuis ses dernières publications, puisque c'était en 95, la toute dernière, il y a énormément de choses qui sont sorties. Chaque fois qu'un vase ressort dans un lieu donné et en contexte par rapport à un savoir qui avait été construit sur des collections, sur des musées, donc uniquement sur le style. Il y a une contextualisation qui fait qu'il y a des choses qui deviennent plus... Alors, il avait beaucoup d'intuition, parce que il faut le lire vraiment de très près, parce que, par exemple, pour ce peintre de Policoro, il le classe dans le lucanien, il dit, il répercute l'idée selon laquelle il travaillerait peut-être à Héraclée, etc. Mais il dit, mais il faut reconnaître qu'il ressemble quand même beaucoup, il offre des affinités très fortes avec les ateliers tarentins du groupe intermédiaire. Alors, il le dit, donc, et puis, ben voilà, le temps passe et on sort des vases ici et là et on commence en fonction de la distribution, de revisiter les choses. Mais il y a effectivement beaucoup de choses qui sont encore flottantes. Métaponte est un cas très bien calé. On a la Cora, on a les nécropoles, on a le Kérameikos, c'est formidable. On peut prendre modèle là-dessus. Tarente, la ville est sur les ateliers, donc le Kérameikos, on l'a pas. On n'a que des petits bouts ici et là. Les nécropoles aussi, elles sont sous la ville, donc des choses qui ont été fouillées ici et là. Donc évidemment, on a des situations très diverses. Et du coup, il y a quelques certitudes, mais le reste, ça flotte. Et pour tout arranger, en fait, ces gens-là étaient très mobiles quand même. On sait qu'ils pouvaient travailler, se former à Tarente, revenir travailler à Métaponte, partir ensuite en Étrurie. Il y avait une mobilité incroyable d'artisans sur lesquels on a travaillé avec Claude Pousadou et Francesca Stivestrelli. Il y a eu un colloque fait au Bérard, parce que, dans le fond, on ne peut pas prouver, mais sauf quand on trouve un vase, voilà, dans une autre argile. Ça existait aussi en Grèce, hein, parce que, par exemple, le pain de Suessula, qui était athénien, on a trouvé des productions corinthiennes par sa main. Donc il y a son style et il y a son style, il y a une autre technique. Donc on voit bien que ça a été fait ailleurs. Alors tout ça, c'est très compliqué aussi, mais la mobilité était effectivement certainement très grande, puisque par période, c'est-à-dire qu'on pouvait se former là, aller travailler là pendant quelques années, puis repartir. Il fallait pour ça, c'est un réseau effectivement, et il fallait pour ça qu'il y ait des installations. Il y avait des villes de poterie comme Métaponte, comme Tarente, comme Canosa aussi, ou très probablement, parce que c'est frappant aussi, à Canosa, il existe une production de céramique indigène, archaïque, extrêmement fine. Et puis tout d'un coup, au IVe siècle, il y a des choses qui sont fabriquées là à figure rouge. Il y avait une tradition, c'était des villes de production déjà. Donc effectivement, cette mobilité a pour condition le fait de se déplacer entre des centres où il y a des installations, voilà. Mais ça complique les choses au point de vue stylistique, oui, c'est certain. Ouais. Et du coup, alors sur ce dossier du sanctuaire, de ce sanctuaire extra-urbain, j'avais une question, parce que dans le plan du sanctuaire que tu nous as montré, il y a un aescos, Oui. mais du coup qui a eu, alors là aussi une question de béotienne, mais qui a une fonction, on sait la fonction dans... Je crois qu'on ne sait pas. Non, on pourrait demander à Francesca qui est peut-être en ligne, mais, mais je crois on constate qu'il y a un petit édicule, mais bon. Et on n'a pas de... Oui. Non. On a retrouvé les non, fondations. C'est vraiment un ras de... Ouais. Ouais. Et sur la... Parce que tu nous as dit qu'on n'avait pas d'analyse des terres de ces vases qui pourraient permettre... L'analyse de
D'argile, non. Ça, ce serait un programme vraiment à développer parce que ce serait vraiment le lieu idéal pour faire. Ouais. Mais est-ce qu'on a des traces de l'utilisation, l'usage de ces vases, et notamment des silicones? Je dirais non. Je pense pas, non. 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 Tu veux dire des résidus ou des. Non. Non, non. Alors peut-être si on fait des analyses à l'intérieur des vases percés, par exemple, je sais pas, il y aura peut-être des éléments traces. Hein, ouais. Donc ça, il faudrait savoir. Mm. Je ne t'avais pas vu, Claude. Ah ben, je suis bien contente d'avoir entendu le dossier parce que je ne sais pas à Paris, je n'ai pas pu écouter. Et je voulais revenir, il y a trois choses qui m'ont intriguée. D'abord, une première hypothèse, tu sais, quand tu décris quand tu as vu sur l'attribution du peintre de Polycoron en disant que ce n'est pas un grand peintre, est-ce que les détails que tu as montrés sur l'absence de la différence de proportion, on a l'impression qu'il n'est pas à l'aise avec ces éléments anatomiques, pourrait éventuellement être lié à une vieille question qui est le problème de l'adaptation de pratiques à grande échelle sur des supports céramiques, que ce soit la sculpture ou que ce soit. Alors, d'abord, si c'est la sculpture, effectivement un modèle sculpté appliqué à la céramique, ou bien une pratique picturale, donc autre chose, une autre piste, d'un peintre qui serait habitué à travailler sur d'autres supports et qui Oui. arrivera à s'adapter à la céramique. Je pense que d'abord c'est un peintre de petits vases. Ah, c'est l'inverse, il a du mal à. Et donc il passe à quelque chose. Enfin, le gros de la production doit être des petits vases et c'est vraiment tout l'esprit qu'on trouve dans les nécropoles de Tarente qui sont très proches du sien et donc il appartient à ces cercles-là. Et donc il faut passer à des formats effectivement. Puis des hydris, c'est pas facile non plus avec la courbure, hein, avec l'épaule à décorer. Je pense que peut-être qu'il y a l'adaptation du modèle qui vient des arts majeurs, hein, c'est possible, hein, parce que cette figure par exemple de Dircé avec son bras tendu, le taureau, etc. C'est quand même des choses qu'il fait. Il traite quelque chose qu'il n'a jamais traité avant, donc il faut bien qu'il se base sur quelque chose. Donc il doit y avoir une prise de modèle sur quelque chose. Donc ça, c'est une deuxième solution, c'est-à-dire qu'il outrepasse son expérience habituelle pour aller dans quelque chose d'extrêmement complexe. Bon, il y a des moments où ça rend bien, et puis il y en a d'autres, il y a des choses qu'il ne sait pas du tout faire. Mais effectivement, ça pourrait indiquer. On ne connaît pas évidemment ce qu'ils avaient sous les yeux à Tarente, comme tu sais. Oui, Ouais. mais c'est bien, du coup c'est intéressant parce qu'on a vraiment une phase de transition, d'adaptation, d'élaboration. Oui. Et alors justement, le dossier du sanctuaire de la Sacre-Coula est vraiment intéressant aussi pour cette iconographie d'Ena Escoy que tu as montrée. Et est-ce que, à ton avis, on peut valoriser beaucoup, utiliser le lien entre Arc et Tarente pour y voir la genèse de ce qui sera l'Aescos tarentin? Me plaît beaucoup, évidemment, l'hypothèse soutenue par Giuseppina Cadaletta d'un Aescos qui ne soit pas exclusivement funéraire. Je trouve qu'effectivement, il faut qu'il soit ouvert à autre chose. Ouais. Et le fait qu'il puisse s'adapter à du funéraire, à du sacré, donc de l'héroïsation, ou bien à du mythologique, ça fonctionne bien. Et alors, d'autant plus ici, parce que la scène que tu as montrée sur ce vase qui n'est pas très bien fait, où on voit cette jeune femme qui apporte une hydrie et un homme barbu. Oui. Bon, évidemment, ça fait penser quand même à Electre et Oreste. Et il y a une série. Oreste barbu. Évidemment, mais il y a, attention, il y a un Bellérophon barbu, précisément dans Val d'Agri, et on ne s'y attend pas du tout. Ça peut arriver. Ça confirme ce que tu as dit sur l'importance du Bellérophon dans la région. Ouais. Alors, oui, on n'est pas habitué à voir un Oreste barbu, c'est sûr. Mais même si ce n'est pas le mythe, est-ce qu'il n'y a pas derrière quand même la porteuse d'hydride, l'hydrophore sur la tombe, Tu as raison. en plus avec un jeune homme? C'est aussi un motif qui est un motif, surtout à cette époque-là, le motif des coefforts, il est quand même assez répandu dans la région. Hein. Donc, Et il est bien répandu dans cette région. Dans cette région-là, oui, tout à fait. Ouais. Ça peut apporter une pièce supplémentaire au dossier des coefforts, peut-être, dans cette idée? Oui, peut-être.
peut-être. Quoi qu'on n'ait pas, on n'a qu'un. Il y a aussi Artemis Bendis, et puis on n'a qu'un personnage masculin, mais en même temps, comment dire, oui, c'est des fragments de. Ouais. Ce que tu dis à propos de. Moi, je pense qu'il y a un rapport particulier entre ces peintres, ce groupe de peintres de Policoro et les peintres qui font des petits vases pour la nécropole de Tarente, et Héraclée. On peut peut-être imaginer qu'au moment de la fondation de la colonie, je sais pas, il y a des familles qui sont parties, on ne sait pas, mais ils travaillent pour Héraclée. Il y a aussi la question du cratère de Rouvaux, hein, avec le fameux truc HE. Maintenant qu'on sait qu'il n'est plus du pain d'Amicos, mais qu'il est dans le groupe intermédiaire tarentin, ça remet. Et puis il n'est pas très très loin non plus du pain de Policoro en style. C'est vraiment le même genre de. Donc, se demander si il y avait pas, s'ils avaient une raison d'avoir un rapport commercial privilégié ou voilà, des liens avec les gens d'Héraclée qui étaient quand même des colons de fraîche date à ce moment-là. Hein, donc, Mais moi, je pensais plus au vase, attends, après, j'ai pas bien compris, mais où on voit une colonne, une femme qui apporte une hybride, et il n'est pas à Héraclée, c'est là? et il est Il n'est pas à Héraclée? si, là où il y a une colonne. Si, pardon, j'ai pas été assez précise, mais Donc, celui qui est montré, la femme qui apporte l'hydrie et celle qui apporte les sites, ce sont ces fameuses hydries percées du Pétroula. Mm. Et alors, la toute dernière question, c'est sur Bellérophon. De ce qui reste du fragment, on est sûr qu'il est debout à côté de Pégase. Ah oui, Oui, c'est sûr. ah oui, Pégase est à l'arrière-plan avec l'aile et tout, oui, non, on voit très bien. Oui, il n'est pas dessus. Quoi. Il n'est pas dessus, non. Non, parce qu'il y a aussi toute une iconographie de Bellérophon montant. Ouais. Et à la même époque aussi, enfin, ça subsiste encore. Il y a encore des représentations effectivement de Bellérophon sur. Puis il y en aura d'autres après à Tarente, voilà. Sur la. Ouais. Est-ce qu'il est couronné par exemple chez les. Oui. Sur le haut revers du cratère des Casques. Ah, par qui? Une victoire. Mais là, il est en train de combattre la chimère. Oui, donc ça lui est utile effectivement. Mais je pense qu'on voit qu'il est vraiment un cheval parce qu'il dégage son Oui. rôle, Ouais. Donc c'est pas le cas ici. Là, il est vraiment en station. Non, il est en station debout, effectivement, face à ce groupe de personnages. Et il y a un autre cratère de Rouvaux, je crois, qui montre un peu la même chose. Et on voit, on voit Proitos avec Bellérophon, puis il y a Sénébé qui est assise un peu à l'écart avec sa servante. Mais il y a la lettre, donc ça veut dire qu'il va partir. Tandis que là, on ne sait pas. Et puis il y a le fait d'être couronné, c'est encore autre chose. Ouais. Des questions naïves. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les vases sur les vases. Ouais, hein. Parce que là, il y en a beaucoup, effectivement. Alors, d'une part, c'est des vases qui oui, servent en contexte rituel. Et donc, il y a beaucoup de fiales qui sont représentées, mais il n'y a aucune fiale il n'y a pas de fiale dans le matériel. Dans le matériel, non, pas spécialement. Non. Il n'y a pas de. Est-ce que c'est Oui, fréquent oui. en général Dans les scènes. Alors c'est quand même pas, oui, c'est quand même ça se trouve surtout, oui. Et ça reste de l'ordre de l'exception archéologique alors que c'est assez diffusé d'un point de vue iconographique. Qu'est-ce qui serait d'exception de l'ordre? En peinture, mais pas en céramique. Si, il y en a en céramique, si, mais alors c'est moindre, mais par contre on trouve beaucoup dans les, alors c'est plutôt au IVe siècle et en Pessécie-Andonie, dans les tombes un peu prestigieuses où on a toute une catégorie de fiales dorées, des imitations de céramique, des fiales telles qu'on en trouve à vernis noir. Il y en a quand même aussi à Métapont, je pense. Il faudrait demander à Francesca. Mais ça n'est pas aussi fréquent que la représentation qu'il y en a sur les, parce que dans toute scène de libation, il y a des fiales. Oui. Et plus en contexte funéraire, en contexte sanctuaire ou pas? C'est plutôt un ratio, je dirais, de nombre d'objets que de vases qu'on a, oui. Qu'on a et sur lesquels il y a des représentations de départ à la guerre avec une fiale, par exemple, des choses comme ça. Et d'autre part, donc quand il y a plusieurs vases, il y avait notamment des amphores avec des motifs dessus, Oui. des personnages. Est-ce qu'on arrive à faire des sortes de enfin, il y a eu des études qui ont été faites pour voir s'il y avait un reflet,
Est-ce que c'est Un reflet dans la représentation qui est sur le vase. Est-ce que c'est en abîme? Les formes Ouais. de peintre, les silhouettes Oui. peintes sur les vases peints sur les vases, Ouais. entrent-ils dans le discours iconographique, Alors, dans le langage a priori iconographique? non, parce que très souvent, en fait, mais ça, je pense qu'il y a eu un article là-dessus, j'ai oublié qu'il a écrit, mais il y a eu un article sur les personnages peints sur les vases, qui sont peints sur les vases. Il y a pas mal de petites silhouettes qui semblent danser. Alors ça, c'est des silhouettes qui se tiennent par la main, ou de personnages face à face, mais il y a des petites scènes de dionysiaques quand même qu'on peut identifier. Donc, quand on identifie, je pense que c'est plutôt de l'ordre du dionysiaque. Ouais. Je voulais te demander que tu as parlé très clairement des formes de la technique et de l'iconographie pour s'adapter à ce sanctuaire qui serait peut-être les nymphes. Mais si j'ai bien compris, dans les formes, il y a quand même des cratères. Est-ce que Oui. c'est pas un problème? Si. Alors, oui, dans les articles de Battiloro, Zanassin, il parle aussi de pratiques de banquet. Voilà. Et le skifos est considéré comme un vase à boire du banquet, par exemple. Bon, alors je sais pas, hein, parce que... Je crois qu'il y en a beaucoup dans les sanctuaires de Déméter et le Cantal. Oui, oui. Les cratères, c'est une autre aventure. Si en ligne, les micros. Oui, est-ce que en ligne, est-ce que tu as la main, Cécile, si quelqu'un veut intervenir à distance? Non? Je ne vois pas. C'est bien. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Oui, absolument. Merci. Donc, la séance suivante aura lieu dans 2 semaines. C'est bientôt. 15 mars, voilà, oui, parce qu'on a un rythme plus resserré. Donc, ce sera Emmanuel Rousseau qui vient parler des motifs des 3 grâces sur la variété des supports. Ah. Et je l'ai vue aujourd'hui, elle me dit qu'elle est désespérée parce qu'elle cherche. Alors, non, qu'il y en ait beaucoup, on le sait, mais ça pose énormément de problèmes et elle ne s'attendait pas à trouver autant de problèmes. Donc, voilà. D'ici 15 jours, elle aura trouvé quelques solutions. C'est le mérite de ce genre de séminaire. Voilà, exactement. On se rend compte tout d'un coup que c'est très compliqué. Donc, si vous voulez tout savoir sur les 3 grâces, au moins savoir un peu plus. Et bien, donc, dans 15 jours, le 15 mars, c'est les îles de Mars en plus. Voilà. C'est pas suivant. C'est ça, c'est pas suivant. Ça se verra. J'ai évité d'assassiner les grâces.